Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette dernière table ronde de l'après-midi. Je m'appelle Rob van Eekeren et je suis directeur de la Maison des provinces néerlandaises ici à Bruxelles. Et c'est un plaisir pour moi de modérer cette dernière table ronde. La question pour cette table ronde, c'est de savoir vers une mobilité sans frontières pour les citoyens. Point d'interrogation. Quand ce matin j'ai entendu Sabine Stock, j'ai dit qu'il ne s'agit pas d'un point d'interrogation, mais plutôt d'un point d'exclamation. C'est quelque chose de tout à fait possible. Oui, c'est tout à fait possible d'avoir une mobilité sans frontières. Et puis j'ai été surpris par le fait que Monsieur le ministre Herman, juste plus tôt, a indiqué qu'il fallait qu'il y ait des changements. Et j'avais l'impression d'être revenu au XXe siècle. À l'époque, il y avait l'Empire austro-hongrois, avec beaucoup de villes dont M. Stock a parlé. Et je ne pense pas que dans l'Empire austro-hongrois, il fallait changer de chauffeur, par exemple, pour les trains. Et moi, en tant que citoyen qui voyage beaucoup, je suis néerlandais, je travaille à Bruxelles, j'ai grandi à Breda, près de la frontière belgo-néerlandaise. Mais pour moi, la Flandre, ce n'est pas un pays étranger. Un pays voisin, oui, mais pas un pays étranger. Et ces quelques dernières années, je n'ai pas pu franchir la frontière à cause du Covid. Quel retour en arrière. Et aujourd'hui, nous avons entendu beaucoup parler d'innovation, beaucoup de bonnes idées. Et nous avons entendu beaucoup parler de possibilités, d'opportunités, mais est-ce que ces opportunités sont déjà concrétisées? Je ne pense pas. Donc merci à l'organisation, merci Grand Est et Bade-Württemberg pour cette très belle organisation, car nous avons l'opportunité de nous réunir. Et nous allons commencer. Nous devons travailler ensemble. Et je suis convaincu, après la dernière table ronde, que messieurs les ministres Herman et Peter vont s'entretenir et vont certainement changer leur manière de faire dans leur région, leur pays, qui font partie de l'Europe. Mais à présent, vous voyez déjà les personnes sur scène et nous allons commencer avec une brève présentation du ministre belge pour la mobilité, M. Gilkine. M. Gilkine, vous avez la parole. Merci, bonjour à tous. Ici à Bruxelles, même si vous êtes là depuis ce matin. Je suis effectivement Georges Gilkine, vice-premier ministre en charge de la mobilité dans le gouvernement fédéral belge. Et je voulais commencer par un petit sondage. Je voulais savoir qui ce matin est venu de Belgique. OK. Qui est venu de l'étranger? OK. Alors, deuxième sondage. Est-ce que certains d'entre vous sont venus en avion? En train? Ok, pas mal. En voiture? Ok. Ouais. Ou en vélo? Ok. Bravo pour les cyclistes. Vous savez que la Belgique présidera l'Union européenne au premier semestre 2024 et nous avons un grand projet, c'est de faire de 2024 l'année européenne du vélo. J'espère que la Commission nous suivra et je vous parlerai un autre jour du premier plan fédéral pour le vélo que nous avons avec le gouvernement belge mis en place il y a maintenant 2 petites années qui se met en place petit à petit. Je vais surtout vous parler de train parce que pour ce qui concerne les liaisons transfrontalières, ça me semble être un enjeu évident à la fois pour nos régions, pour nos territoires, à la fois pour l'Europe. Le train occupe une grande place dans les politiques de mobilité du gouvernement fédéral belge. Notre accord de gouvernement indique que le train doit être la colonne vertébrale de la mobilité du futur, que nous voulons attirer plus de voyageurs vers le train, transporter plus de marchandises, 2 fois plus de marchandises d'ici 2030. Et nous avons
au niveau national, entrepris une série d'actions. Nous avons défini pour la première fois en Belgique une vision à 20 ans, une vision 2040 pour le rail, largement négociée avec l'ensemble des interlocuteurs, à la fois nos entreprises ferroviaires, notre gestionnaire de réseau Infrabel, notre entreprise de transport de personnes, la SNCB, l'équivalent de la SNCF pour les collègues français, ou des NS pour les collègues hollandais. Nous avons signé avec nos entreprises un contrat pour 10 ans. C'était le 23 décembre dernier. C'est la première fois que nous avons un contrat à si longue échéance. Nous avons donné à notre entreprise publique historique le Direct Award, la mission de transport des voyageurs, et nous avons accompagné ce contrat d'une trajectoire de financement sur 10 ans garantie, avec aussi, je l'espère, Monsieur Peters, des moyens d'investissement empruntés auprès de la Banque européenne d'investissement, parce que l'infrastructure ferroviaire est typiquement l'espace d'investissement nécessaire pour renforcer nos réseaux et pour servir la mobilité. Nous avons également adopté avec l'ensemble des entreprises belges, des acteurs économiques, un plan marchandises pour concrètement avancer vers notre objectif de doubler le volume de marchandises transportées. Et nos ambitions sont d'améliorer l'accessibilité de nos trains, de nos gares. Elles n'ont pas toujours été pensées pour être accessibles dans le passé, d'augmenter chaque année le nombre de trains, en l'occurrence de 10% à l'issue de la période de 10 ans, d'augmenter le nombre de voyageurs, je l'ai dit, de renouveler l'ensemble de notre flotte de trains pour qu'elle soit plus moderne, plus accessible, de revoir nos tarifs et de soutenir l'économie, évidemment, par l'amélioration de la compatibilité entre le transport de marchandises et le transport de voyageurs. C'est un enjeu de mobilité évident dans un des pays qui est le plus embouteillé d'Europe. On évalue le coût des embouteillages pour la Belgique à 4,5 milliards d'euros annuellement. Le temps perdu par nos entreprises dans des embouteillages. Et effectivement, un chauffeur de camionnette ou de camion qui est arrêté dans un embouteillage doit être payé par son employeur. Un enjeu économique évident. 1 euro investi dans le rail rapporte 3 euros à l'économie de façon directe ou indirecte. Un enjeu de sécurité routière, comme dans d'autres pays, nous devons améliorer la sécurité routière et on est évidemment bien plus en sécurité dans un train que dans une voiture. Un enjeu climatique. 30% de nos émissions de CO2 sont liées à notre mobilité. Cette partie-là du travail, même si elle n'était pas évidente, était beaucoup plus évidente que la question de traverser des frontières. Chaque État gère son propre réseau, contracte avec son entreprise de transport dans un territoire qui est donné, avec une technologie qui est connue, avec des enjeux d'investissement qui sont également faciles à circonscrire. C'est beaucoup plus compliqué quand il s'agit de traverser une frontière. Nous avons aussi une ambition d'améliorer le transport ferroviaire international. C'est un enjeu énorme pour les mêmes raisons, économiques, climatiques, de l'amélioration de la mobilité et de la sécurité routière. Mais c'est beaucoup plus compliqué, parce que ça nécessite de la coopération entre États, là où nos réseaux ferroviaires ont été pensés pour être incompatibles. C'était une manière pour les États de défendre leur territoire, d'éviter d'être envahis par la voie ferroviaire. C'est pour ça qu'on a parfois, c'est heureusement un lointain passé, mais il en reste, des écartements de rails qui sont différents, des systèmes d'alimentation électrique qui sont incompatibles. Et avec l'Europe, via les paquets ferroviaires, nous travaillons à une meilleure harmonisation en la matière. C'est aussi plus compliqué parce que le secteur du transport international ferroviaire est libéralisé. Les règles qui s'y appliquent sont différentes que celles qui s'appliquent, par exemple, en Belgique, puisque nous avons choisi le Direct Award, le maintien d'un
monopole pour notre transporteur national historique. Aussi parce qu'on ne sait pas qui doit payer. Qui doit payer les travaux d'infrastructure, qui doit prendre en charge les déficits d'exploitation éventuels, quel est l'État qui va assumer les coûts de lancement d'une nouvelle offre ferroviaire. Néanmoins, nous y travaillons. La semaine prochaine sera votée en commission au Parlement fédéral belge, ici un peu plus loin, la première loi de subside aux trains de nuit. La Belgique va intervenir pour prendre en charge les frais de sillon, les frais d'énergie des opérateurs de trains de nuit, qui sont pour la plupart des opérateurs privés, même si la compagnie nationale autrichienne ÖBB montre un très bon exemple. Nous voulons soutenir les opérateurs de trains de nuit, qui sont souvent des coopératives qui sont très dynamiques. Nous avons aussi conclu des accords avec nos pays voisins. Nous travaillons avec le Grand-Duché du Luxembourg de façon évidente pour, M. Peters, rendre plus efficace la liaison entre Bruxelles et Luxembourg, et au-delà de Luxembourg-Strasbourg. J'aimerais tant que les parlementaires européens, Mme Trautmann, se rendent par la voie la plus directe vers Strasbourg quand ils doivent y siéger. Aujourd'hui, on sait qu'ils font la boucle par Paris. Toutes les nuits, nous travaillons sur cette infrastructure, et une partie des moyens européens que nous allons obtenir et que nous obtenons sont utilisés pour financer les travaux d'infrastructure. Nous étudions aussi les liaisons nécessaires pour les liaisons quotidiennes. Beaucoup de Luxembourgeois de Belgique, de la province de Luxembourg, vont travailler tous les matins à Luxembourg-Ville. C'est sur un autre territoire. De la même manière qu'il y a un RER vers Bruxelles, comme il existe un RER vers Paris, il faut des liaisons fréquentes, rapides, agiles vers Luxembourg. Nous sommes en train de réaliser une étude de potentiel. Nous travaillons aussi avec les Pays-Bas dans le cadre d'un accord de coopération que nous avons signé. À partir du mois de décembre, roulera le Drieland Train, le train des 3 pays, qui reliera de façon régulière Aix-la-Chapelle, Maastricht et Liège, dans une boucle efficace en collaboration avec Areva. Nous travaillons pour soutenir le transport de marchandises à la remise sur pied de ce qu'on appelle le Rhin d'acier, qu'on appelle aujourd'hui 3RX, une liaison entre le port d'Anvers et les ports allemands au travers des Pays-Bas. Nous voulons aussi recréer une liaison ferroviaire entre Amont en Belgique et Weert aux Pays-Bas. Et en fait, au-delà d'Amont, c'est Anvers. Au-delà de Weert, c'est l'accès à tous les Pays-Bas. Et pour cela, nous avons signé des accords avec nos collègues. Nous travaillons de la même façon avec nos collègues français pour réouvrir la ligne Mons-Valenciennes. Je suis très intéressé par le projet de RER autour de Lille qui pourrait assurer des liaisons beaucoup plus régulières vers Tournai. Nous collaborons évidemment au corridor ferroviaire européen, Madame Trautmann, et je pense que nous devons le faire davantage encore demain. Je vais conclure là-dessus pour ne pas monopoliser la parole. Les attentes sont grandes. Le train est le mode de déplacement le plus écologique, le plus efficace. Il a un potentiel énorme et pour nous aider à répondre aux enjeux de demain. Et nous devons travailler sur des systèmes de billetterie beaucoup plus intuitifs pour les personnes qui veulent réaliser des voyages internationaux. Pourquoi pas créer avec nos sociétés nationales une société européenne de chemin de fer, un gestionnaire de réseau européen où on mettrait les moyens ensemble, où on collaborerait encore plus, où on donnerait des facilités de réservation, où on développerait des offres promotionnelles comme il existe pour les jeunes et pour les moins jeunes. Je pense que c'est la meilleure manière de construire l'Europe, finalement, que de permettre aux citoyens de la traverser dans un train et de pouvoir observer les paysages, les traces de l'économie, les beautés de notre Europe. Et je pense que c'est vraiment dans ce sens que nous devons travailler, en dépassant les frontières, en dépassant les limites politiques, les limites techniques également, en trouvant des moyens. Et souvent, quand je suis en réunion
des ministres européens de la mobilité. C'est ce que je dis à la Commission européenne, à la commissaire Valéane et aux autres commissaires. L'Europe doit jouer un rôle moteur dans le retour du ferroviaire et dans l'utilisation du train pour traverser les frontières, puisque c'est le thème de notre panel. Je vous remercie. Monsieur le ministre, merci bien. It is of course the Drielandentrein, an excellent example. C'est bien sûr un exemple excellent de ce qui va se passer, l'exemple que vous avez donné, et c'est aussi un bon exemple pour les autres aussi. J'ai une question un peu difficile de mon côté. Je ne connais pas vraiment le système belge qui est très compliqué, mais êtes-vous dans le Conseil de l'UE pour la mobilité? Oui, je représente la Belgique au Conseil de l'UE pour la mobilité. Oui, ce sont les régions qui sont en charge de la mobilité. Nous travaillons ensemble et moi, je représente la Belgique au Conseil de l'Union européenne. Et dans le Conseil de l'UE pour la mobilité, est-ce que vous faites la promotion de ce genre de projet? Oui, dès que je le peux. Mes collègues me connaissent bien après 2-3 ans maintenant. Je parle avec mes collègues de nos lois sur les trains de nuit. J'espère que d'autres pays vont nous emboîter le pas avec des aides pour les entreprises qui essayent de mettre en place des trains de nuit. Il y a 2 ans, nous avons entendu parler d'un projet en Suède pour un train de nuit de Bruxelles à Malmö. Et le problème pour l'opérateur ferroviaire, c'était de trouver en fait un équilibre pour que ce train soit accessible d'un point de vue financier au public. Et je pense que si un pays comme la Belgique promeut ce genre de train, alors là, on pourra créer un environnement propice pour le retour du train de nuit en Europe. C'est un grand succès en Autriche et donc on pourra faire nous la même chose. Et donc la Belgique demande à la Commission européenne de promouvoir le train de nuit et reconstruire notre système ferroviaire. Parce que ces 20 à 30 dernières années, il n'y a pas eu assez d'investissements dans notre réseau ferroviaire et donc il faut retrouver les investissements pour le faire. C'est pourquoi nous travaillons avec la Banque d'investissement européenne, la Banque européenne d'investissement, pour trouver d'autres solutions pour remettre les trains de nuit sur la bonne voie. Venons-en à nos députés. Anne Sander, Pascal Arimont, vous travaillez au comité pour le développement régional et vous, Madame Sander, vous êtes présidente de la représentation du Grand Est ici à Bruxelles. Et vous combinez ça avec vos fonctions au Parlement européen, au niveau régional. Alors, que pourriez-vous répondre à cette question? Quelles innovations pour la mobilité de demain? D'abord, donc, Sander. Alors, merci à tous ceux que je... Finalement, je dirais que la table ronde de cet après-midi, qui porte sur la mobilité des citoyens et sur les citoyens eux-mêmes, eh bien, c'est finalement la table ronde qui sera l'occasion de faire une synthèse de l'ensemble de nos travaux. Parce que dans toutes les tables rondes, nous avons évoqué
des enjeux, des innovations, parfois des difficultés aussi, mais je crois que tout ce que nous faisons pour la mobilité au niveau européen, eh bien, l'objectif ultime, c'est toujours de faciliter la vie et le bien vivre ensemble des citoyens. Donc je pense que c'est un atelier dans lequel on va peut-être faire référence à beaucoup de choses qui ont été dites ce matin. Moi, je voudrais, avec ma double ou triple casquette cet après-midi de députée européenne, de conseillère régionale du Grand Est et de présidente de Grand Est Europe, intervenir sur ce que nous vivons en Europe, ce qu'on essaie de mettre en place sur les sujets de la mobilité, et de dire que finalement, tout ce que nous envisageons au niveau européen, quand on parle de mobilité transfrontalière au niveau européen, elle est évidemment essentielle parce que c'est ce qui va permettre aux Européens de mieux se connaître. C'est ce qui va permettre aussi aux Européens d'aller étudier, d'aller travailler, de créer de la valeur dans un autre État membre. Et quand on raisonne en termes de construction européenne, les régions frontalières ont évidemment un rôle essentiel à jouer parce que c'est des mini-Europes, c'est des laboratoires de l'Union européenne. Et donc je crois qu'il faudrait qu'au niveau européen, eh bien, nous puissions davantage encore se concentrer sur ces régions frontalières qui ont un potentiel totalement inexploité pour différentes raisons. Mais la première raison, c'est les problèmes de réglementation qui sont différentes entre les États membres. Et ça vaut aussi pour les transports. On l'a vu, ça pose un certain nombre de problèmes de mobilité. Alors, peut-être un mot pour vous dire aussi qu'on a, avec Pascal Arimont, on travaille beaucoup sur ces sujets de régions frontalières, de transfrontaliers, parce qu'on a ce vécu nous-mêmes, on a grandi, on vit toujours dans des régions frontalières. Et donc, nous avons, de temps en temps, nous animons des groupes, un groupe de travail sur les sujets transfrontaliers au Parlement européen. Et c'est toujours l'occasion de faire intervenir les différents acteurs. Et c'est là où je veux en venir. Il est essentiel que l'ensemble des acteurs se coordonnent et travaillent ensemble. Les institutions européennes, évidemment, mais aussi les acteurs du territoire, les collectivités qui jouent un rôle essentiel, notamment dans la mobilité. Mais aussi les universités, les chambres consulaires, les entreprises elles-mêmes et les associations de citoyens. Voilà, alors j'en reviens à la question de la mobilité pour vous dire qu'avec cette triple casquette, ça permet d'aborder un certain nombre de sujets qui nécessitent souvent des interventions à différents niveaux. On a beaucoup parlé ce matin des missing links, des chaînons manquants, notamment dans les régions frontalières, des chaînons manquants de lignes ferroviaires. Parce que pour la mobilité dans les régions frontalières, il faut évidemment des routes, parce que les gens se déplacent quand même beaucoup en voiture, et pour faire toutes les semaines en voiture le trajet entre Strasbourg et Bruxelles, et passant entre la France et le Luxembourg et la Belgique, je peux vous dire, dans un sens comme dans l'autre, c'est compliqué. Donc il y a évidemment un sujet pour la mobilité qui concerne les routes, les infrastructures. On a parlé aussi des véhicules. Évidemment, il faut des véhicules plus propres, sans doute d'autres types de véhicules. Il y a un sujet qu'on n'a pas abordé, en tout cas pas quand moi j'étais là ce matin, qui est un frein aussi à la mobilité. Ce sont les vignettes écologiques. Aujourd'hui, parce que chaque territoire développe son propre système de vignettes. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas de vignettes, mais je pense que dans un premier temps, notamment dans les régions frontalières, il faudrait au moins un système de reconnaissance mutuelle de ces vignettes écologiques. Je pense que ça aurait du sens. Donc, la voiture, c'est un vrai sujet, mais on voit aussi, notamment avec le prix des carburants qui a explosé, et
puis avec la volonté quand même de s'engager collectivement pour une planète plus vertueuse, la nécessité d'avoir le train. Et j'en arrive à mes chaînons ferroviaires manquants, Missing Links, pour vous dire que, je l'ai déjà dit ce matin, nous allons, le Parlement va voter demain en commission le fameux RTET, donc le réseau des transports européens. Et donc là, nous avons fait avec l'ensemble des acteurs, et c'est là où c'est à nouveau important d'avoir cette action à différents niveaux, avec les députés européens, avec les collectivités locales, avec Grand Est Europe, qui réunit aussi, c'est un collectif de collectivités locales, chambres consulaires et universités. Ensemble, nous avons porté ces lignes ferroviaires pour les citoyens du territoire. Et je crois que notre action, en tout cas dans cette première phase, elle est positive puisqu'il n'y a pas tellement de suspense. Elles sont inscrites, elles seront votées demain. Maintenant, eh bien, la balle est aussi dans le camp des États membres parce que c'est eux qui devront intervenir pour soutenir ces Missing Links. Mais d'intervenir ensemble, je crois que ça a du sens. Et puis, peut-être dire un mot aussi, je vous ai parlé des lignes ferroviaires. Quand on parle de ferroviaire, évidemment, il faut des infrastructures, il faut du matériel roulant, mais là aussi, les collectivités jouent un rôle essentiel. Je voudrais vous dire que nous, dans le Grand Est, eh bien, la région, depuis des années maintenant, je crois que c'est 2019 pour la première fois, il y a eu la décision eh bien, d'investir avec les 3 Länder voisins allemands dans l'achat de matériel roulant commun. Donc toutes ces actions eh bien, vont permettre aux citoyens de mieux se déplacer. Derrière, il faut organiser les transports. Alors pour la région, je me tourne vers le président Franck Leroy qui récupère cette compétence avec aussi des sous-investissements qui ont été faits notamment sur le réseau français, eh bien, c'est un véritable défi parce que nous voulons accélérer le processus, les lignes, il y a le REM avec le réseau métropolitain avec Strasbourg, donc tout ça avec un aspect transfrontalier, mais il faut du temps parce qu'il faut investir sur le long terme. Et c'est là où il y a une difficulté aussi parce que pour les citoyens, évidemment, ça ne va pas suffisamment vite. On veut des cadencements de train, on veut que ça aille vite, on veut que ça fonctionne bien. Et je comprends, mais c'est des investissements qui sont particulièrement lourds. Voilà, je vais peut-être juste dire un dernier mot. Je vous ai parlé de la nécessité d'investir, de bien organiser les transports. Je pense qu'il faut aussi travailler, ça a été dit aussi, à une tarification qui soit adaptée, réfléchir, peut-être dans un premier temps dans les régions frontalières et ensuite étendre au niveau européen l'idée du ticket. On peut pas, on aimerait bien, hein, moi en tant que députée européenne, j'aimerais bien rentrer chez moi en disant on a un ticket européen de transport pour le train qui fonctionne dans toute l'Europe. Aujourd'hui, on sait que c'est beaucoup plus compliqué. Alors, sans doute faudra-t-il expérimenter dans certaines régions frontalières avant d'aller plus loin. Là aussi, il faut du temps. Et puis, un mot quand même qui me semble essentiel, c'est sur l'activité économique. J'ai parlé des déplacements de citoyens, mais pour l'activité économique, avec le développement du marché commun, eh bien, les enjeux de mobilité transfrontalière sont vraiment essentiels. Et là, je crois qu'au niveau européen, en plus du cadre, il faut des financements. Ce sont des financements lourds aussi. On revient au train. On a des sujets aussi sur les camions, là aussi, de réglementation avec des règles qui sont différentes. Quand vous franchissez les frontières, vous ne pouvez pas transporter le même poids de marchandises. Et puis, chez nous, un vrai sujet qui est la navigation sur le Rhin. Ça a été évoqué ce matin, mais on voit bien aussi avec le changement climatique, les basses eaux qui sont de plus en plus fréquentes, et qui pose un véritable problème de circulation sur le Rhin. Et derrière, il y a un problème économique. Voilà, alors, mobilité, oui, c'est un enjeu essentiel. Et nous devons, pour cela, eh bien, intervenir à tous les niveaux décisionnels doivent être impliqués et doivent coopérer avec les citoyens. Madame Sander, un grand merci. Monsieur Arimont.
Ja, vielen Dank. Vielen Dank, dass ich hier sein darf und vielen Dank. Oui, merci, merci beaucoup. Merci de me laisser parler en allemand aussi. Moi, je viens de l'Est de la Belgique où on parle allemand. Et j'aimerais aussi saisir cette occasion pour défendre les citoyens qui ne vivent pas dans les grandes villes et qui n'ont pas accès à un réseau de transport en commun juste devant leur porte. Moi, je viens d'un petit village et ça prend 5 heures pour venir je me suis levé à 5 heures pour venir à Bruxelles en voiture parce que je voulais éviter les bouchons. Alors je pars tôt pour venir à Bruxelles, moi. Et les habitants de mon village se posent une question. Ils se demandent quel est mon travail et qu'est-ce que je peux faire pour eux. Eh bien, moi, je vis dans une région frontalière. En 10 km, je suis au Luxembourg, en quelques kilomètres en France, en Allemagne et aux Pays-Bas. Et donc, voilà, ça ne pose plus problème, finalement, pour nous. Et on a tous ces citoyens qui traversent la frontière pour travailler tous les jours. Et ils ne le font pas encore avec le train ou le bus, ils prennent leur voiture. C'est la seule possibilité que ces personnes ont, et c'est pourquoi la voiture pour ces personnes est très importante. Et c'est pour ça qu'on en a discuté au Parlement européen, on a parlé de l'électrification des voitures, et ça les concerne vraiment ces personnes. Parce que ça les touche particulièrement, alors que leur situation particulière n'est pas forcément bien perçue à Bruxelles, bien comprise. Donc j'aimerais parler de ce qui manque ici. Je suis heureux, monsieur le ministre, que vous parliez aussi de transport transfrontalier, de l'aspect transfrontalier. Et je me souviens très bien que moi aussi, dans ma fonction de député, j'ai pu promouvoir un projet dans ma région, la ligne 14 de bus qui va jusqu'à Eupen, et on ne paye pas plusieurs fois plusieurs tickets, on paye simplement 12 € pour traverser la frontière parce que 2 opérateurs de transport ont organisé cette ligne. D'un côté la Belgique et de l'autre l'Allemagne. Et je paye simplement 12 €. Alors bien sûr pour un étudiant qui vit dans mon village et qui veut étudier à Aix-la-Chapelle, eh bien c'est un peu cher. Mais ça fait des dizaines d'années que l'on imagine ces systèmes de transport d'un point de vue national. On parle beaucoup d'interopérabilité. Et je sais qu'il fallait changer à un moment les wagons quand on allait à Aix-la-Chapelle parce que les freins n'étaient pas les mêmes, les roues n'étaient pas les mêmes. Et maintenant, on peut utiliser les mêmes trains et continuer à rouler en Allemagne. Et c'est fou quand on y pense qu'il a fallu 30 ans pour qu'on discute de l'adaptation de ce système de frein. Maintenant, voilà, le problème est en train de se régler lentement. Maintenant, on parle aussi de tout ce système de tickets numériques. Quand on essaye de traverser la frontière et qu'un travailleur ou un étudiant prend le bus pour aller dans un autre pays, alors il doit payer 2 tickets. Il faudrait pouvoir traverser cette frontière sans avoir à être confronté à des structures aussi complexes, alors que l'on ne fait que l'on ne prend le bus que pour 5 km. Oui, mais comme on passe la frontière, on a besoin de 2 tickets. Eh bien, donc, en fait, on ne prend pas le bus, c'est tout. C'est comme ça que ça marche, et je comprends bien ces personnes. Ils ne choisissent pas ce système qui est plus compliqué. Ils prennent la voiture, on ne se fait pas contrôler à la frontière en voiture. Et maintenant,
maintenant. Et bien sûr, on a vu aussi avec la Covid que les frontières sont fermées. Et donc, les citoyens se sont aussi rendus compte de l'utilité d'avoir ces frontières ouvertes. Il n'y a rien de plus utile pour l'Union européenne que cette ouverture des frontières. Et tout le monde a bien perçu que cette construction européenne, pour ce qui est en tout cas de l'ouverture des frontières, apporte une valeur incommensurable, leur apporte une valeur incommensurable. Et alors, dans ce que vous faites au quotidien en tant que ministre des Transports, de la mobilité, eh bien, c'est de penser toujours à l'interopérabilité et au transport transfrontalier. J'ai demandé pourquoi les techs ne voulaient pas s'attaquer à ce problème. Et on m'a dit, vous savez, c'est un projet super, j'aimerais bien le faire, mais on n'a pas de financement pour financer les bus et les trains en Belgique. Alors pourquoi est-ce qu'on devrait financer des projets transfrontaliers? Nous n'avons pas de financement. Et si je dois choisir entre une connexion en Belgique, c'est mieux qu'une connexion entre la Belgique et l'Allemagne. Et donc, c'est quelque chose auquel il faut s'attaquer au niveau régional et fédéral. Il faut toujours prendre en considération cet aspect transfrontalier pour éviter qu'il y ait des systèmes électriques, des systèmes de tickets différents. Il faut éviter ce genre de différence. Il faut maintenant réussir à tout rééquilibrer, à tout réharmoniser. J'ai pu voir que oui, le transport a un rôle important à jouer dans plein de domaines. Et quand on pense du coup au transport transfrontalier, alors il faut réussir à harmoniser tout cela, ce qu'on n'a pas réussi à faire dès le début parce que l'on percevait la situation d'un point de vue national. Et voilà, c'est dommage qu'on ne pense pas aux pays voisins lorsque l'on investit dans les transports. Et dans ces projets indirects, on peut alors développer la prochaine sorte de transport. Ces bus électriques doivent pouvoir traverser la frontière, mais alors on se rend compte que le système électrique de chargement à Aix-la-Chapelle n'est pas le même à Eupen. Et alors comment est-ce que c'est possible en 2023 ? Il faut faire quelque chose. Et donc nous devons nous poser la question suivante, pourquoi est-ce que l'on a créé deux systèmes différents ? Et je suis content de voir que l'Union européenne a réussi à intégrer le mot interopérabilité dans le texte législatif. Le but est toujours dès le début, avoir les mêmes systèmes pour pouvoir assurer cette interopérabilité. Quand on vit dans une région frontalière, c'est difficile d'expliquer aux citoyens qu'il faut mieux prendre le bus ou le train, parce qu'ils vont nous répondre « bah oui, si c'était facile, je le ferais », mais pour l'instant, ce n'est pas possible. Je suis très reconnaissant pour toutes les nouvelles connexions par bus ou ferroviaire. Ça coûte beaucoup d'argent et l'Union européenne finance déjà beaucoup le secteur des transports. On va voter ce règlement demain avec de nombreux investissements et ce serait vraiment un plus-value pour les habitants des régions frontalières, sinon ils vont continuer à prendre leur voiture. Et pour aller au Luxembourg, par exemple, il n'y a pas
d'alternative à la voiture. Donc ils sont obligés de la prendre. Si on avait un RER jusque Eupen, puis ensuite peut-être le Luxembourg, alors là on aurait une alternative. Mais elle n'existe pas encore. Il faut la créer, il faut l'imaginer. Et alors on aiderait les personnes dans les régions rurales. Et nous n'avons pas encore atteint cet objectif aujourd'hui en 2023. Oui, merci beaucoup. Et vous avez parlé d'un nouveau projet. Vous avez donné une nouvelle idée de projet. Et je me souviens d'une citation qui disait « Pour faire avancer l'Europe, nous avons besoin de crise ». Alors c'est bien dommage, mais c'est comme ça que les choses fonctionnent. Nous en arrivons à Friedrich Bierry. La région qui est connue depuis des siècles comme région frontalière d'un côté ou de l'autre de la frontière d'ailleurs. La parole est à vous. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Je perturbe un petit peu la logique parce que je dois prendre le métro et le train pour arriver à rentrer ce soir parce que demain, un problème qui n'est pas évoqué, je crois, aujourd'hui, c'est les grèves qui peuvent aussi perturber parfois les mobilités de nos concitoyens et notamment des frontaliers. Je me souviens quand j'étais gamin, j'avais une tante qui habitait à Strasbourg, tout près de la frontière de Kehl, et je me souviens, on allait se promener avec son chien et on allait regarder la frontière, mais avec une forme d'inquiétude. On savait, il y avait encore tous les contrôles, etc. Je dis pas que je suis né dans le siècle, bah si, dans le siècle dernier, bien évidemment, je suis né, mais en tout cas, il y avait cette angoisse. Et avec l'Union européenne, avec la création de l'Europe, on a réussi à dépasser cela et je ne pensais pas un jour revoir des frontières entre l'Alsace et le Bade-Wurtemberg. Et avec le Covid, vous le disiez tout à l'heure, on a vu que les frontières, malheureusement, pouvaient renaître. Et je crois qu'il y a une chose qu'on doit absolument consolider, c'est face à des risques, parce qu'on voit bien qu'il y a eu le risque sanitaire. On n'est pas à l'abri de nouveaux risques sanitaires, mais on voit qu'il peut y avoir d'autres risques aussi militaires et que la nécessité de rester en lien étroit entre les régions frontalières et avec les États frontaliers pour qu'une situation comme celle qu'on a vécue, le Covid, n'existe plus. Et je le vois, alors bien évidemment, ça ne fait pas partie de l'Union européenne, mais nous sommes limitrophes aussi du territoire suisse. Et on voit bien aujourd'hui, il y a des négociations entre l'Union européenne et la Suisse qui peuvent aussi avoir un impact sur les mobilités frontalières. Donc le droit, la façon dont on va gérer le droit à traverser les frontières, c'est quelque chose d'important qu'on doit bien prendre en considération. Et puis après, puisqu'on est citoyen et frontière, il faut tenir compte de la réalité de la vie complexe de nos concitoyens. Alors il y a d'abord la dimension de proximité. En Alsace, c'est 70 000 frontaliers qui vont aller faire du domicile-travail tous les jours. Et bien donc là, il faut leur garantir la possibilité de traverser la frontière et la possibilité de trouver des mobilités qui vont bien. Et puis, il y a aujourd'hui la chance d'avoir des outils extraordinaires comme EUCOR, qui a réuni des universités à l'échelle trinationale. Mais aujourd'hui, les étudiants, ils ne peuvent pas se déplacer. Ils n'ont pas de solution, monsieur le vice-président, hein, c'est un vrai souci aujourd'hui. Si on veut vraiment donner sa dimension à cette université trinationale dont on est très puisse avoir cette capacité à organiser les mobilités pour les jeunes générations. Un pays, en Alsace, c'est la carte qui existe à Paris depuis plus de 50 ans. On n'a pas réussi à l'échelle d'une région. Alors le faire à l'échelle transfrontalière, c'est une gageure bien plus forte. Un autre élément de la proximité. Nous travaillons aujourd'hui à mettre en réseau les châteaux rhénans, parce qu'on croit beaucoup qu'un jour les châteaux rhénans vont concurrencer les châteaux de la Loire et les châteaux cathares, parce qu'on a une concentration sur le Bade-Wurtemberg, sur la Suisse et sur l'Alsace, une concentration extraordinaire de châteaux, peut-être la plus forte concentration de châteaux au monde, et qu'on a des châteaux qui ont des points d'identité partagés. Et donc là aussi, comment faire pour que les touristes
puissent naturellement se déplacer de château en château sur le périmètre rhénan. Ça, c'est les besoins, je dirais, du quotidien, de la proximité transfrontalière. Mais le transfrontalier, il a aussi une ambition plus large. C'est comment faire en sorte que dans les dimensions de déplacement liés aux affaires, dans les déplacements liés au statut de capitale européenne, c'est vrai pour Bruxelles, c'est vrai bien évidemment pour Strasbourg et aussi pour l'Alsace, comment on s'assure de l'accessibilité et des mobilités sur ce périmètre-là. Et là, on voit que parfois, il ne manque pas grand-chose. Mais tout à l'heure, Catherine le disait très justement, on a une ligne à grande vitesse qui part de Paris, qui va à Strasbourg, qui va ensuite dans le bas de Wurtemberg, qui va jusqu'à Bâle et qui peut aller jusqu'en Italie. Il y a un petit bout, c'est quoi, 6 km, la courbe d'Appenweier, c'est 6 km qui manquent et on se dit, on n'arrive pas. Ça fait des années que ce sujet est à l'ordre du jour et on n'arrive pas à dépasser ce cap de quelques kilomètres de mobilité. On a les enjeux d'accessibilité aussi aux aéroports hub, les grands aéroports, une liaison ferroviaire entre Strasbourg et Francfort, la liaison l'Euro-Airport entre Strasbourg et Bâle, parce que là on a des aéroports très importants, et puis il y a des connexions qu'on pourrait faire et qui auraient du sens, c'est peut-être faire un seul aéroport commun entre Baden et Ensheim, une direction commune, 2 sites. Je pense que c'est quelque chose, je regarde Monsieur le Ministre, quelque chose qu'on pourrait travailler ensemble, parce que là aussi, je pense que ça nous permettrait, au lieu d'être concurrents, d'être complémentaires et de renforcer encore l'attractivité de cette accessibilité. Il y a le fluvial, Catherine en a parlé ce matin, mais aujourd'hui on voit bien, le port de Karlsruhe est pratiquement saturé. Et puis, très proche de ce port de Karlsruhe, il y a un port qui appartient au port de Strasbourg, c'est le port de Lauterbourg, qui pourrait servir en complémentarité à la dynamique du périmètre de Karlsruhe. Et là, on a des enjeux à développer ces liaisons. Donc, il y a quelques chaînons manquants, comme ça, qu'il me semble facile à corriger. Encore faut-il qu'on se donne la vision et la volonté de le faire. Quand je vois par exemple en France, on a eu à un moment donné le rapport Duron qui réfléchissait aux mobilités. Eh bien, il a réfléchi aux mobilités à la frontière alsacienne comme si de l'autre côté, il n'y avait pas le Rhin, mais la Manche. Parce qu'on n'a pas réfléchi aux mobilités européennes. C'est-à-dire que si on avait réfléchi aux mobilités européennes, on ne parlerait pas aujourd'hui du Paris-Lyon-Turin, on parlerait du Paris-Strasbourg, Bâle ou Strasbourg-Karlsruhe qui va ensuite jusqu'en Italie, et on aurait fait la courbe d'Appenweier depuis longtemps. Et je pense qu'on a un enjeu à expliquer à nos États qu'ils doivent penser aussi les mobilités en tenant compte des réalités transfrontalières. Donc ça, c'est un vrai sujet. Et il y a donc 2 dimensions où l'Europe peut nous apporter son plus. C'est bien sûr des décisions importantes comme celle qui va être prise demain, tu en parlais, Anne, et qui a du sens parce que ça va ancrer des projets qui sont essentiels. Hein. Le Colmar-Fribourg ferroviaire, Haguenau-Rastatt, Karlsruhe-Lauterbourg. Enfin, il y a un vrai potentiel à ancrer ces projets. C'est à la fois des projets qui sont essentiels à l'aménagement du territoire et des projets qui donnent une vision européenne aussi aux transfrontaliers. Ça manque parfois de vision. Après, il y a des financements européens qui peuvent être apportés. Il faut qu'on puisse s'en saisir le plus facilement possible. Donc la simplification aussi des choses, c'est quelque chose d'important encore à travailler. Donc il y a aujourd'hui dans les mobilités, il y a bien évidemment les enjeux du ferroviaire. Ils sont essentiels et tout le monde l'a dit autour de cette table, il y a un vrai potentiel de développement autour du ferroviaire. Mais la réserve capacitaire, ne nous y trompons pas, elle est dans la voiture. La réserve capacitaire est dans la voiture parce qu'aujourd'hui, la voiture, elle est dans l'autosolisme. 80% des mobilités se font sur la route, vous le disiez, monsieur le député. Pardon ?
Ah, alors vous êtes à 3, donc vous êtes parfait déjà. Mais quand on regarde, en général, c'est l'autosolisme qui, aujourd'hui, prime. Et là, je pense qu'il faut absolument qu'on fasse évoluer les mentalités. Il faut trouver des blablacars transfrontaliers de proximité. Je crois que les jeunes, ils ont pris ces habitudes que peut-être notre génération, nous n'avons pas, mais qui devraient permettre d'aller plus vite et plus loin dans ces mobilités partagées, parce que je pense qu'il y a un vrai potentiel sur les mobilités partagées. Alors j'aurais aimé que le vélo, parce qu'on est tous ici très attachés au vélo, en Alsace c'est à peu près 4000 km d'itinéraires cyclables, donc on a un vrai attachement, on s'est inspiré du Bade-Württemberg sur le déploiement des pistes cyclables, mais sur le transfrontalier, en tout cas en Alsace, alors bien sûr il y a de temps en temps des villes ou des villages qui se touchent, mais la plupart du temps, ça justifie quand même pas mal de kilomètres pour aller dans les zones d'activité de part et d'autre du territoire frontalier. Et donc là, le vélo est parfois plus compliqué à imaginer. Même le vélo électrique ne suffit pas en soi pour remplir les besoins de distance à organiser. Voilà ce que je voulais dire en priorité. Malheureusement, je suis désolé, je suis obligé de vous quitter. Mais comme ça, vous aurez un bavard de moins. Je vous souhaite une très belle rencontre encore. Et merci pour cette invitation et merci pour la qualité des échanges et ce matin des expressions qui ont été enrichissantes. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Et bon retour. Merci. Jean-Claude Meyer, Deputy Secretary General of the Benelux. Jean-Claude Meyer, secrétaire général adjoint de l'Union Benelux. On fait souvent référence à l'Union Benelux comme un peu le projet pilote de l'Europe. Beaucoup de projets ont démarré en effet à l'Union Benelux avant d'être transposés dans l'Union européenne. Comme M. Mollema a rappelé, le Benelux a été créé plus ou moins au même moment que l'Union européenne, les communautés économiques européennes à l'époque, et se posait la question de la juxtaposition des deux organisations. Et l'idée fut d'introduire dans le traité Union européenne un article qui existe encore aujourd'hui et qui dit que les trois pays peuvent continuer avec leur coopération pour autant que les objectifs qu'ils se sont fixés ne se réalisent pas, ne peuvent pas être réalisés à travers l'Union européenne. Ce que nous interprétons un peu comme, si on veut aller plus loin dans l'intégration, on peut le faire. Si on est satisfait de ce que fait l'Union européenne, on ne fait rien. Donc automatiquement, ça nous donne un rôle de précurseur parce qu'on est toujours un peu plus loin que l'Union européenne. Mais ça explique aussi, par exemple, vous avez souvent des réunions chez nous avec les 3 États membres où la Commission est représentée par un observateur pour apprendre l'un de l'autre. Comment expliquer ou comment prouver que le Benelux peut jouer un rôle d'avant-garde? En vous présentant certains projets que les 3 États ont mis dans notre programme de travail. Il faut dire que l'Union Benelux est un peu plus intergouvernementale que l'Union européenne. Donc, nous avons bien le monopole de présenter des idées, mais c'est à la fin les 3 États membres qui décident quelles idées ils veulent réaliser et comment on va les réaliser. Mais parmi les projets qui ont été cités maintenant, il y a des secteurs où le Benelux travaille aussi. Si je prends le programme de travail 2023, un des projets phares, c'est la stimulation du vélo. M. Mollema avait rappelé qu'en 2000, le Benelux a adopté une déclaration vélo. M. le vice-président a rappelé qu'en 2022, le Benelux dans l'Union européenne a poussé la European Cycling Declaration. Actuellement, ce sont 15 États membres, Benelux inclus, qui l'ont signé, dans un appel et que l'année prochaine soit déclarée par la Commission Année européenne du vélo. Et la déclaration contient aussi certaines idées comment on peut favoriser l'utilisation du vélo. Sur cette base, le Benelux et la Rhénanie du Nord-Westphalie, parce que le Benelux coopère aussi avec les régions avoisinantes. Certains de nos objectifs ne peuvent pas être réalisés uniquement entre nos 3. Nous avons adopté une sorte de feuille de route vélo qui, pour moi, est la mise en œuvre de European Cycling Declaration, qui regarde un peu qu'est-ce que les 3 États ont déjà fait pour le vélo et qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour le développer, pour le pousser, mais aussi dans un aspect transfrontalier. Je ne vais pas aller plus dans les détails. Vous trouvez plus d'informations sur la feuille de route au stand Benelux à l'entrée de la salle.
et m'adressant aux représentants du Grand Est qui disaient qu'est-ce qu'on peut faire pour favoriser les vélos, je dirais regardez une fois la feuille de route, peut-être ce sera demain Benelux, Rhénanie du Nord-Westphalie et Grand Est. D'autres projets où nous sommes un peu un rôle de précurseur, nous avons maintenant un projet qui est le jumelage numérique, à savoir créer un programme qui reprend en informatique tout le réseau routier du Benelux. On peut alors stimuler les flux actuels, les flux futurs, et donc aussi décider où est-ce qu'on va mettre les stations de recharge dans le futur. Si je ne me trompe pas, la législation européenne veut que tous les 60 km aient une station de recharge électrique et tous les 80 km une station de recharge hydrogène. Donc il faut aussi qu'on se coordonne un peu entre États, entre nos 3 États. Comment est-ce qu'on va organiser ça sur notre territoire? Nous avons aussi créé un service commun hydro au Benelux parce que chaque borne de recharge doit avoir un numéro d'identification individuel. Plutôt de créer 3 systèmes différents dans chacun de nos pays, nous avons créé un système où chaque opérateur individuel qui veut exploiter une station de recharge ou chaque société qui veut exploiter une station de recharge s'adresse à nous pour faire inscrire et avoir ces numéros d'identification par station de recharge. On travaille aussi sur la numérisation. D'abord, la numérisation des lettres de voiture, ce qui n'est rien d'autre qu'un document de chargement, mais ça s'inscrit à nouveau dans les travaux au niveau européen pour numériser tout le secteur de la logistique. Et peut-être le plus important, notre projet MAAS. Donc, ça n'a rien à voir avec le fleuve ou la bière, c'est Mobility as a Service. C'est cette idée qu'on a citée plusieurs fois. Est-ce qu'on arrive à avoir plusieurs modes de transport sur un seul ticket? Donc, si moi je veux voyager de Luxembourg à Anvers pour faire des vacances, je dois m'acheter un ticket de bus, puis un ticket de train jusqu'à Bruxelles, puis un ticket de train jusqu'à Anvers, puis de nouveau un ticket de bus. Est-ce qu'on peut arriver à créer une application où vous avez à la fin un seul ticket? Là, on est dans le stade des études de faisabilité parce que ça pose beaucoup de questions. Protection de la vie privée. Où est-ce que vous assemblez toutes ces données? Comment vous distribuez le prix du ticket entre les différents opérateurs? Parce que dans chacun de nos pays, vous avez une grande compagnie de chemin de fer. Mais si vous voulez impliquer les sociétés de bus aussi, ça devient beaucoup plus compliqué parce que vous avez beaucoup plus d'acteurs. Donc, on travaille là aussi. Ça, c'est, disons, un rapid run-through. Mais il faut aussi voir qu'il y a des activités peut-être connexes. On a cité le chemin de fer, où vous n'avez pas les mêmes normes pour l'électricité dans le caténaire ou les systèmes de frein. Nos États membres nous ont aussi demandé cette année-ci de commencer à réfléchir avec les États intéressés ou la Commission comment assurer un transfert ininterrompu des signaux 5G. Parce qu'on croit que les transports du futur vont être de plus en plus numérisés, ce qui pose alors aussi la question des infrastructures pour accompagner cette numérisation, pour ne pas habituer à des systèmes à la chemin de fer où soudainement vous arrivez à la frontière et les systèmes étaient interrompus. Donc voilà, en résumé, disons. Mais plus d'informations devant la salle à tous ceux qui s'intéressent au Benelux et à ses activités. Merci. Merci, Monsieur Meijer. It already sounds also as input for what Harold Ruiters mentioned this morning, the example of that. And that brings me to... Alors ça m'amène à Jean-Pierre Alquin, chef de l'unité coopération Interreg transfrontalière. Alors beaucoup de projets très intéressants ont été présentés. Est-ce que les informations que vous avez sont suffisamment diffusées? Est-ce que les citoyens européens savent quels sont les résultats de vos études? Voici la première question. La deuxième question est la suivante. La Commission européenne, la DG Regio, que faites-vous avec ces résultats? Ces résultats qui viennent du terrain, des informations pratiques, concrètes. Donc, Monsieur Alquin, je souhaiterais vous demander de nous donner un petit peu d'informations sur la manière dont cela fonctionne. Comment tirer parti de tous ces projets Interreg. Cet après-midi, il y a eu beaucoup de propositions pour de nouveaux projets Interreg. Et quelles sont les perspectives pour cela?
Quels sont les futurs projets pour Interreg? C'est-à-dire que c'est vraiment un plaisir pour moi d'être ici aujourd'hui. Dans les sessions précédentes, on a effectivement parlé des programmes Interreg de façon généralement très positive, même si effectivement tout n'est pas parfait. J'ai entendu parler notamment de la complexité administrative et de la complexité des règlements qui gouvernent ces programmes Interreg. Mais globalement, l'image qui a été donnée des programmes et des projets financés par Interreg est extrêmement positive. Selon moi, et je ne prétends pas du tout être un orateur objectif, je pense qu'effectivement, la communication des résultats des programmes Interreg est insuffisante, dans la mesure où c'est vraiment des programmes qui montrent que la coopération entre États membres répond à un besoin croissant sur un ensemble d'enjeux qui ne sont plus limités par des frontières. Et on a deux grands types de programmes. On a donc les programmes transfrontaliers, ceux qui couvrent les zones qui sont vraiment situées à la frontière, dont on vient très largement de parler dans le panel aujourd'hui, enfin dans le panel présent, et des coopérations à plus longue distance qui répondent par exemple à des besoins qui ont été évoqués dans le panel précédent, tels que celui qui vise à concevoir une politique de mobilité pour les années et les décennies à venir. Je suis un acteur récent de la politique régionale. J'ai fait l'essentiel de ma carrière dans la partie relations extérieures. Et moi, ce que j'ai en tout cas perçu en rejoignant la DG Régio et en travaillant sur les programmes Interreg, c'est vraiment l'enthousiasme des acteurs. La curiosité de voir ce que d'autres font de façon à pouvoir s'améliorer, de façon à ouvrir de nouvelles portes. Et je pense qu'il y a également un autre point important dans la mentalité d'Interreg, c'est bien sûr l'ouverture aux idées des autres, mais c'est l'idée que pour construire l'Europe, pour que l'Europe puisse faire face aux défis, il faut continuer à travailler sur les relations de confiance entre acteurs européens. Et ça, c'est également un des ingrédients essentiels qui participent à la motivation qu'on a dans les programmes Interreg. Et je pense que ça explique aussi pourquoi c'est dans les programmes Interreg qu'on a vu apparaître au niveau de la politique de cohésion, par exemple, certaines initiatives de façon plus proéminente, telles que la participation des jeunes au programme de la politique de cohésion est plus marquée, plus forte dans les programmes Interreg. Les jeunes ont pris l'initiative de faire le manifeste pour la coopération interrégionale, un manifeste par et pour les jeunes, qui n'existe pas encore pour l'ensemble de la politique de cohésion. Donc on a cette volonté, parce que je pense aussi que quand on vit dans une région frontalière, on est plus sensibilisé au fait que l'Europe est encore en cours de construction et qu'il faut tendre la main par au-dessus d'une frontière. Donc je pense que ça, c'est, je dirais, mon appréciation des programmes Interreg aujourd'hui. Les programmes de demain, donc ceux qui commencent en 2022 et qui vont se poursuivre en termes de budget jusqu'en 2027, mais en fait, ils vont s'exécuter jusqu'en 2030. Ils sont faits pour accompagner les grandes politiques de l'Union européenne. Donc, on a regroupé ça avec 5 objectifs politiques qui sont les objectifs politiques de la politique de cohésion. Je ne vais pas le reprendre ici, mais ça commence par une Europe plus intelligente, il y a l'Europe plus verte, on a bien sûr une Europe qui est plus connectée avec le transport et tout ce qui est réseaux digitaux, même si c'est finalement un élément qui est peu repris dans les programmes Interreg. On va y retrouver également une politique plus sociale et également une politique plus proche des citoyens de l'Union européenne. Ce qui a été ajouté, qui est une innovation pour la période 2021 et 2027, et qui est vraiment importante pour le sujet dont on discute, c'est également une meilleure gouvernance de la coopération, et je vais revenir là-dessus, et puis une Europe plus sûre, qui est un sujet particulièrement important pour les régions qui sont aux frontières extérieures de l'Union européenne. Qu'est-ce qu'on veut dire par une meilleure coopération ? Surtout dans une zone transfrontalière, c'est pour continuer la réflexion et les propos qui ont été tenus par mes prédécesseurs, M. Gilles Quinet, Mme Sanders, M. Rimond, M. Mayer et M. Bierry, c'est la nécessité, lorsqu'on conçoit une nouvelle politique, surtout lorsqu'on conçoit
quelque chose qu'on peut présenter aujourd'hui comme une révolution d'une politique pour la mobilité. On a à la fois l'exigence d'avoir une mobilité qui est plus vertueuse en termes de respect de l'environnement, mais également qui met à profit les innovations, que cette politique soit au bénéfice de tous les citoyens, et pas seulement de 2 tiers des citoyens. Le tiers qui est exclu souvent, c'est le tiers des citoyens qui vivent. Donc c'est quand même 1 tiers de la population, qui finalement profite moins des politiques du marché unique, parce qu'il y a toujours cet effet des frontières. C'est-à-dire que quand on habite près d'une frontière, c'est comme si on habitait au cœur d'un pays. On n'a pas accès au même marché des services publics. Pour conduire son enfant à l'école, on a moins de choix. On aura moins de choix également. Donc il faut complètement achever le marché unique. Et pour les la question de mobilité est centrale. La mobilité soit perçue dans un cadre où sur des cartes, on a l'impression que les pays sont des îles. On le voit très présent pour le semestre européen. On a un État membre. C'est un État membre côtier de gris pour les frontières terrestres. Se voir dès le départ comme étant intégré, en particulier lorsqu'on fait une politique, lorsqu'on est à Eupen, on veut savoir ce qui est du côté allemand de la frontière, on veut savoir ce qui est peut-être du côté luxembourgeois, et ça peut être même autant d'importance de savoir ce qui se décide au Luxembourg et en Allemagne, ce qui se décide à Bruxelles. Vos compétences, Monsieur Gilles-Quinet. Et donc c'est cette nouvelle gouvernance qu'on veut mettre, soit orientée vers le bassin de vie des citoyens. Et ça, c'est vraiment, je pense, qui est saisi par l'essentiel des programmes Interreg, investi dans cet objectif spécifique Interreg, donc, et qui montre par exemple des opérateurs transnationaux. Donc l'idée, c'est que le territoire, dès le départ, comme étant un territoire qui a plusieurs frontières, et que ça amène à une autre forme de des zones transfrontalières sans minimiser que monter une politique nationale, c'est difficile. On sait que des structures qui sont en fonction de chaque État membre, mais on voit qu'il y a des sujets, et on voit que pour les territoires progresser là-dessus, on parle du Grand Est qui travaille déjà avec le Grenspoon, qui a déjà en tout cas des enseignements à tirer. Auquel on veut progresser, c'est tout ce qui ne peut pas être réglé avec les financements. Et là, on a déjà relevé un certain nombre d'obstacles juridiques et administratifs qui rendent la vie des citoyens qui vivent. Alors on a déjà largement, je ne vais pas revenir dessus, mais simplement la circuler dans les zones basse émission. Donc déjà, quand on est frontalière, on a accès qui est moins favorable, moins riche. La voiture, on a encore des complexités. Au niveau national, n'est pas utilisé au niveau transfrontalier. Pousser cet aspect-là dans la direction de la mise en œuvre des coopérations nationales, et je pense que ce soit un élément qui prenne de... La Commission était également invitée par le Parlement à revenir sur un projet en 2018 qui s'appelait le ECBM, Cross-Border Mechanism, qui vise justement à faciliter la solution des obstacles transfrontaliers. Donc on est en train de revoir, on est en train de tester nos pour l'instant, mais je pense que c'est vraiment important de financier ne permet pas de tout régler. Le pilier juridique, le pilier administratif qui est mis à contribution. Merci. Reste un... Alors, y a-t-il des questions? Alors ici.
John Worth, le pays ont fermé ferroviaire, donc la ligne entre Mons, Sombra, Emery en France. Donc entre il y avait une connexion ferroviaire. Il n'y a pas de perspective pour rouvrir. Ça peut faire tourner l'île qu'il y a 10 ans. L'île, c'est encore plus compliqué. L'île, c'est encore plus compliqué. 15 ans. Il n'y a aucune possibilité de ligne entre Givet et Dinan. Donc, monsieur Gilquinet, les connexions transfrontalières sont une priorité pour vous, mais à l'offre française, vous avez fermé une connexion. Il n'y a aucun progrès pour les transfrontalières vers la France. Est-ce que vous nous parlez quand vous dites que vous avez foi en la frontalière? Alors, question directe, oui. Entre Mons et Aulnois, qui avait très peu de succès, mais la fréquence des trains entre et Maubeuge, qui sont une parallèle de Mons-Aulnois, renforcée dans une liaison horaire. Effectivement, et Lille est attractive et un opérateur privé de diminuer la qualité du entre Bruxelles et Lille. Ça montre la difficulté des trains. Moi, je suis ministre de la mobilité ici. J'ai un opérateur ferroviaire qui s'appelle la... Dans le cadre du contrat qui a été signé, la SNCB s'occupe des liaisons internes et également de liaisons qui sont nommées dans le contrat transfrontalières, que ce soit Arlon-Luxembourg, Anvers-Breda, Liège-Cologne. Et je cherche des partenaires pour renforcer ça. Dans le cadre du projet que j'ai expliqué tout à l'heure, qui est un vieux projet dont je suis contribué à le faire à deux difficultés. Une vulnérabilité de matériel roulant de la société homologué sur les 3 réseaux. Et on y est presque. On sera prêt pour le mois de décembre. Savoir comment on se répartissait les recettes ou les déficits de la liaison ferroviaire. Et ça, c'est la réalité aujourd'hui. On parle souvent du first dans le transport de marchandises, de facilitateur pour tout ce qui concerne les transfrontaliers. Parce que, comme l'a dit M. Harimond, à Eupen, on se sent belge, les belges, mais on s'intéresse à ce qui se passe de l'autre côté de la frontière ou au Grand-Duché du Luxembourg, le Grenseco, qui est le jour de la communauté germanophone, traite quasi en Allemagne, à l'école, on y va facilement en Allemagne. Quand on va en Allemagne, comme les de Luxembourg en Belgique vont travailler au Luxembourg. Et s'il y a bien quelque chose qu'on doit résoudre, juste depuis 3 ans, donc on a posé des trouvé énorme dans le fait de donner au train un rôle central dans la mobilité du futur. Trouver des alliés, c'est en Conseil européen, comme je le disais, aide pour qu'il y ait des instances transnationales. Ça, c'est bassin de vie.
Parce que les frontières historiques, elles ont un sens démocratique, mais elles ne correspondent pas quand on est frontalier de la vie, que ce soit la vie sentimentale, la vie amicale, professionnelle. Et donc, si on veut faciliter les passages, aussi prendre des choix qui sont ici, en l'occurrence, hein, je sais que vous m'interpellez régulièrement par rapport à la fermeture de la ligne fermée Mont-Saulnois, c'est je vous lis et je profite pour vous répondre. Il y avait objectivement 50 voyageurs par choix. J'ai fait le choix de renforcer une ligne parallèle, effectivement de lui offrir une fréquence. On est belge de la province du Hainaut, on peut assez facilement aller à mobile TGV vers l'ensemble de la France. Et effectivement, je travaille aussi sur Dinan-Givet, mais compliqué, sur Mons-Valenciennes. Je voudrais trouver un accord là-dessus. Mais quand je parle avec mon collègue, M. Djebari, il était remplacé Clément Beaune, il doit trouver, on veut chacun trouver un acteur tiers qui est propre, que ce soit dans les politiques interreg ou de ces mécanismes de subvention, doit aider les difficultés, qu'elles soient techniques ou... On a juste fait un choix rationnel. Il y a entre la France et qui en avait hier, simplement, c'est sur une ligne, la ligne efficace, sur laquelle d'ailleurs on a prévu plus efficace dans les 10 ans. J'ai aussi trouvé en arrivant il y a 3 ans qui n'était pas dans un état... Mais il y a vraiment beaucoup de choses à faire et là je ne vous contredirai pas. Just before closing, Pascal Arimont. Es ist nicht meine Rolle, den Minister hier zu verteidigen. 3 Jahren wettmachen, was in... Pour défendre le ministre, 3 ans, ce qui n'a pas été fait pendant 30 ans. On investit dans un mode de transport clé pour régler le problème de transport. Mais en fait, il faudrait qu'on... pour voir quel est le système de transport. Moi, découvrir l'Europe en train, avec... Il y a par exemple e-Rollo, on paye et on ne doit pas se poser plein d'applications et on peut se rendre où on veut grâce à cette... Et peut-être que dans 20 ans, le système serait totalement... Il ne faudrait pas seulement régional organiser des projets, mais on aurait un système international pour pouvoir simplement avoir un ticket. Le prix serait réparti entre les différents opérateurs. Et peu importe ce qu'on prenne, le RER, le bus, le train, alors on devrait simplement réserver un ticket. Et je pense qu'on a la technologie pour le faire. Il faut simplement sortir de ces modèles de pensée nationaux. Merci. Merci beaucoup, Pascal, pour vos discussions excellentes ici lors de ce panel. J'aimerais, s'il vous plaît, un temps d'applaudissement pour tous les panélistes. Nous sommes donc arrivés à la dernière partie de notre programme pour la conclusion et les perspectives. Monsieur Herman, Monsieur Peters et Monsieur Leroy, pouvez-vous venir sur le podium ?